Je reviendrai avec des diapos que je vais partager sur YouTube. Je reviendrai avec un live un peu plus fourni. Là, ce sera plus simplement de la lecture, mais avec des illustrations à la méthode Feynman, comme j'aime bien le faire, pour aider davantage de gens à appréhender le sujet que je m'en vais développer ce soir. La mitochondrie, c'est le titre. La mitochondrie, l'intelligence énergétique de la cellule, santé, longévité et performance au cœur du vivant. C'est un livre de 19 chapitres que j'ai aligné sur 128 pages. On y va tout de suite avec la préface de l'auteur. On parle souvent de maladie, rarement d'énergie. On parle de symptômes, presque jamais de rendement. On parle de vieillissement comme d'une fatalité, alors qu'il est d'abord une question de fonctionnement. Au cœur de cette incompréhension se trouve un acteur discret, omniprésent et pourtant décisif, la mitochondrie. Pendant des années, j'ai observé un paradoxe troublant. Des personnes mangent correctement, prennent des compléments, suivent des conseils réputés sérieux et restent pourtant fatiguées, inflammées, fragiles ou en perte progressive de vitalité. A l'inverse, d'autres, sans protocole compliqué, retrouvent énergie, clarté mentale et capacité d'adaptation. La différence ne se joue pas seulement dans ce qui est consommé, mais dans ce qui est utilisé. Ce livre est né de cette évidence. La santé n'est pas une accumulation de bonnes intentions, c'est une question de fonctionnement cellulaire réel. Et la mitochondrie en est le centre de gravité. La mitochondrie n'est pas qu'une centrale énergétique produisant de l'ATP. Elle est un organe de décision biologique. Elle arbitre entre réparation et survie, entre adaptation et épuisement, entre longévité et déclin. Lorsqu'elle fonctionne bien, le corps encaisse, s'ajuste, récupère. Lorsqu'elle faiblit, tout devient plus lent, plus coûteux, plus fragile. Ce livre n'a pas été écrit pour ajouter une couche de complexité. Il a été conçu pour remettre de la cohérence, comprendre pourquoi certains nutriments deviennent inefficaces s'ils ne sont pas activés. Pourquoi l'exercice physique n'est pas qu'une question de muscles, mais de signal mitochondrial. Pourquoi le vieillissement commence bien avant les rides, dans l'usure silencieuse de nos centrales énergétiques. Et surtout, pourquoi il est encore possible d'agir. J'ai volontairement choisi une approche pédagogique, transversale et exigeante, sans être élitiste. Le grand public curieux y trouvera des repères clairs pour comprendre son corps autrement. Les professionnels de santé, de la nutrition et de l'accompagnement y reconnaîtront des mécanismes fondamentaux trop souvent fragmentés dans les approches classiques. Ce livre ne promet pas de miracle. Il propose une lecture lucide du vivant. Il invite à sortir d'une vision symptomatique pour entrer dans une logique fonctionnelle. Il rappelle que l'énergie précède la fonction et que sans mitochondrie efficace, aucune stratégie de santé ne peut réellement tenir dans le temps. Si cet ouvrage permet au lecteur de regarder la fatigue autrement, de comprendre le vieillissement différemment et surtout de reprendre une part de responsabilité éclairée sur son fonctionnement biologique, alors il aura rempli sa mission. La mitochondrie ne fait pas de bruit, mais elle décide de tout. Introduction générale. La mitochondrie, le point de départ oublié de la santé moderne. La santé contemporaine souffre d'un angle mort majeur. Nous analysons les organes, nous surveillons les hormones, nous mesurons les nutriments, nous traquons les symptômes, mais nous oublions trop souvent la condition préalable à tout cela, l'énergie disponible pour que ces fonctions s'expriment. Or, dans le corps humain, l'énergie ne tombe pas du ciel. Elle est produite, régulée, ajustée en permanence par un acteur central, la mitochondrie. Chaque cellule de notre organisme dépend de ces mitochondries pour vivre, s'adapter, se réparer et se défendre. Pourtant, dans le discours courant,
la mitochondrie est réduite à une simple centrale énergétique produisant de l'ATP, une définition à la fois vraie et profondément insuffisante. En réalité, la mitochondrie est un chef d'orchestre métabolique, un capteur d'environnement, un arbitre de survie cellulaire. Lorsque la mitochondrie fonctionne correctement, le corps encaisse les agressions, gère les écarts, récupère après l'effort, régule l'inflammation et maintient ses équilibres. Lorsque la mitochondrie s'affaiblit, tout devient plus lent, plus coûteux, plus instable. Fatigue chronique, baisse de concentration, résistance à l'insuline, dérèglements hormonaux, inflammation silencieuse, vieillissement accéléré. Ce livre part d'un constat simple mais fondamental. La majorité des troubles modernes ne sont pas des pannes isolées, mais des conséquences d'un déficit énergétique cellulaire chronique. Ce déficit n'est pas toujours visible dans les analyses classiques car il ne se mesure pas uniquement en chiffres, mais en capacité d'adaptation. L'objectif de cet ouvrage n'est pas de médicaliser davantage la vie, ni de multiplier les prescriptions. Il est d'apprendre à lire le corps autrement, à comprendre pourquoi certains nutriments, pourtant essentiels, deviennent inefficaces s'ils ne sont pas activés, pourquoi l'exercice physique n'est pas une option esthétique, mais un signal biologique vital pour la survie mitochondriale, pourquoi le vieillissement n'est pas une fatalité programmée, mais le résultat d'une usure fonctionnelle progressive. La mitochondrie se situe à la croisée de tout. Nutrition, respiration, mouvement, stress, inflammation, rythme biologique. Elle intègre ces informations et décide, cellule par cellule, s'il faut produire, réparer, économiser ou abandonner. En ce sens, elle est bien plus qu'un organe intracellulaire. Elle est un système de décision biologique. Cet ouvrage s'adresse à toute personne désireuse de comprendre les bases réelles de l'énergie vitale, grand public curieux, professionnels de santé, éducateurs sportifs, accompagnants et tous ceux qui refusent de considérer la fatigue et le déclin comme des normes inévitables. Les notions abordées sont rigoureuses, mais expliquées avec clarté, analogie et logique progressive afin de rendre intelligible ce qui est souvent présenté comme complexe ou réservé aux spécialistes. Entrer dans la compréhension de la mitochondrie, c'est changer de grille de lecture. Ce n'est plus demander uniquement quel organe va mal, mais avec quelle énergie fonctionne-t-il. Ce n'est plus chercher à corriger les effets, mais à restaurer les conditions du fonctionnement. C'est à cette exploration que ce livre vous invite. Première partie, la nature profonde de la mitochondrie. Chapitre 1, qu'est-ce qu'une mitochondrie vraiment? Origine endosymbiotique, ADN mitochondrial, spécificité, ainsi de suite. On y va de suite. La première partie donc, la nature profonde de la mitochondrie. Chapitre 1, qu'est-ce qu'une mitochondrie vraiment? La mitochondrie est souvent réduite à une définition fonctionnelle simpliste, une centrale énergétique produisant de l'ATP. Cette description, bien que correcte, est profondément incomplète. Pour comprendre la place centrale de la mitochondrie dans la santé humaine, il faut en saisir la nature, l'origine, l'autonomie relative et la logique biologique qui la distingue de tous les autres organites cellulaires. Origine endosymbiotique, une alliance fondatrice. La mitochondrie n'est pas née avec la cellule humaine. Elle est le résultat d'une alliance ancienne entre deux formes de vie distinctes. Une intégration, pas une création. Il y a environ 2 milliards d'années, une cellule primitive a intégré une batterie capable d'utiliser l'oxygène pour produire de l'énergie de manière efficace. Cette batterie n'a pas été digérée, elle a été conservée. Coopération énergétique durable. La cellule hôte fournissait protection et nutriments. La batterie fournissait une capacité énergétique supérieure. Cette coopération s'est stabilisée au fil du temps, donnant naissance à la mitochondrie moderne. Conséquences biologiques majeures.
La cellule humaine n'est pas un organisme unitaire, mais un système coopératif. La complexité du vivant repose ici sur une intégration réussie et non sur une hiérarchie stricte. ADN mitochondrial, spécificité et héritage maternel. La mitochondrie se distingue par la présence de son propre matériel génétique indépendant de l'ADN nucléaire. Un ADN distinct. L'ADN mitochondrial est circulaire, comme celui des bactéries, présent en plusieurs copies, dédié à la production de protéines essentielles à la respiration cellulaire. Transmission maternelle. L'ADN mitochondrial est transmis presque exclusivement par la mère. Cette transmission implique que la qualité énergétique se transmet au-delà des caractères génétiques classiques. Vulnérabilité accrue. Situé au cœur des réactions énergétiques, l'ADN mitochondrial est plus exposé aux dommages oxydatifs et dispose de mécanismes de réparation limités. Cela explique sa sensibilité dans les processus de vieillissement et de maladies chroniques. Différence fondamentale avec les autres organismes. Tous les organismes cellulaires ne jouent pas le même rôle, ni selon les mêmes règles. Autonomie relative. La mitochondrie possède son propre ADN, se multiplie indépendamment du cycle cellulaire, ajuste localement son fonctionnement énergétique. Aucun autre organite ne présente ce degré d'autonomie. Les organites, c'est les substances qui sont à l'intérieur de la cellule et qui ont leur propre membrane. Rôle décisionnel. La mitochondrie ne se contente pas d'exécuter, elle oriente la production d'énergie, l'adaptation au stress, la réparation et dans certains contextes, l'arrêt de la cellule. Elle participe donc aux décisions fondamentales de survie cellulaire. Conditions d'existence fonctionnelle. Sans mitochondrie fonctionnelle, une cellule peut survivre brièvement, mais elle ne peut ni se spécialiser, ni se réparer, ni durer. La mitochondrie est une condition préalable au fonctionnement, pas un simple accessoire. Pourquoi parler d'un organisme dans la cellule? Qualifier la mitochondrie d'organisme dans la cellule n'est pas une image excessive, mais une description fonctionnelle. Logique de fonctionnement propre. La mitochondrie transforme des substrats, respire, s'adapte à son environnement, se renouvelle, s'auto-détruit lorsqu'elle devient défaillante. Ces caractéristiques correspondent à celles d'un organisme vivant autonome, intégré dans un système plus vaste. Intelligence énergétique. La mitochondrie ajuste son rendement selon les conditions. Abondance, rareté, stress, repos. Elle ne cherche pas la performance maximale, mais l'équilibre durable. Implication pour la santé humaine. La santé ne se joue pas uniquement au niveau des organes ou des systèmes, mais à l'échelle de ces micro-organismes intégrés. Comprendre la mitochondrie, c'est comprendre la logique profonde du vivant. Synthèse du chapitre. La mitochondrie n'est ni un simple composant, ni un outil passif. Elle est l'héritage d'une alliance ancienne, dotée d'un patrimoine génétique propre, d'une autonomie fonctionnelle et d'une capacité d'adaptation remarquable. Avant même de produire de l'énergie, elle définit les conditions de la vie cellulaire. Le chapitre suivant montrera comment cette structure singulière se traduit en une anatomie fonctionnelle directement liée au rendement énergétique. Avant d'aller plus loin, je me permettre ce commentaire pour permettre à ceux qui ne comprennent pas forcément les méandres de la science de saisir l'essentiel de ce que je partage ici et pourquoi j'ai tenu à faire ce développement. Lorsque nous nous asseyons pour manger,
souvent c'est suite à une faim. Et la faim est un message du corps disant j'ai des besoins. Apporte-moi, comble-moi ces besoins. Maintenant, dites-moi, vous êtes, je vais dire, la maman, vous êtes allé au marché et vous avez enfermé dans une boîte, dans votre chambre à coucher, un animal vivant que vous nourrissez. Mais le jour où vous partez au marché, vous avez oublié de le nourrir. Et l'animal s'est mis à crier. Et qui a entendu d'abord les cris? Les enfants ou peut-être quelqu'un dans la chambre, au salon, a entendu le bruit de l'animal dans votre chambre, a averti les enfants qui jouent dehors et quelqu'un a probablement téléphoné ou a couru vous voir au marché. C'est comme ça que la faim, le message de la faim parvient à nous. Donc la faim, quand on entend ça, quand on entend ce message de notre corps, c'est une demande d'un être peut-être qui est très loin caché. Vous voyez, envoyer juste la nourriture de l'animal ne suffit pas. Il faut encore envoyer la clé de votre chambre à coucher et indiquer comment on ouvre la boîte dans laquelle l'animal se trouve pour le nourrir. Vous voyez, il y a plusieurs obstacles qu'il faut franchir, même si la nourriture est disponible, avant que ça n'accède à cet animal qui est caché. La mitochondrie, quand on est fatigué, c'est elle qu'on veut nourrir. Et quand on ne trouve pas le moyen de lui faire parvenir ce dont elle a besoin, même si la cellule est rassasiée, je dis bien la cellule, hein, ce qui est déjà très loin, parti trop loin, la cellule, c'est encore plus profond que tout le reste. Mais même si la cellule, elle a réussi, a obtenu tout ce qu'elle veut, si la mitochondrie n'a pas ce qu'elle veut, vous allez demeurer fatigué. Et mieux, on vient de voir dans ce chapitre 1 que cette mitochondrie a la capacité de décider si votre cellule va continuer à vivre ou bien va arrêter de vivre. Cette mitochondrie, si elle n'est pas rassasiée, peut décider de ne plus se multiplier. Et on a dit, sans mitochondrie, la cellule ne peut vivre que quelques instants seulement. Vous voyez en quoi c'est important la façon de manger. Je ne suis pas un vendeur. Je vais dire, je suis juste quelqu'un qui essaie d'éclairer la lanterne des gens. À ma façon, je m'amuse à boire l'aloe devant tout le monde, à prendre des trucs devant les gens, pour leur dire, vous dites que ce n'est pas bon. Mais vous voyez que je prends ça et je continue de demeurer équilibré, stable. Et ça, c'est aussi une façon d'éduquer les gens. Faire devant eux ce qu'ils n'ont pas le courage de faire, jusqu'à ce qu'ils se disent à la fin, mais quand même, j'ai vu celui-là faire ça tout le temps. Et pourtant, la personne est encore là. Donc la mitochondrie a besoin d'éléments nutritifs qu'il faut lui apporter. Et quel est le meilleur moyen de lui apporter que d'abord d'utiliser l'aloès. L'aloès qui contient pratiquement tous les éléments nutritifs. Et chose bizarre, vous ne savez même pas de quoi votre mitochondrie a besoin. Et de quelle mitochondrie il s'agit, vous allez voir tout à l'heure. Je suis allé dans le livre, je me suis arrêté pour voir quel est le bénéfice particulier que chaque type d'exercice physique apporte à quel organe, comment se comportent les mitochondries de chaque partie de notre corps. Voilà des choses que j'ai développées dans ce livre. Je vous ai déjà dit, les livres, je les écris moi-même pour répondre à certaines questions que je me pose ou pour creuser des sujets dont j'ai entendu parler. D'abord, c'est pour moi que je les écris avant de penser aux autres. On va se passer au chapitre 2 maintenant, anatomie fonctionnelle de la mitochondrie. Comprendre la mitochondrie impose d'en dépasser la simple description morphologique. Sa structure n'est pas un décor figé. Elle conditionne directement sa capacité à produire de l'énergie, à s'adapter aux besoins cellulaires et à résister aux agressions.
Chaque compartiment joue un rôle précis et c'est l'organisation de l'ensemble qui détermine le rendement énergétique réel. Membrane extérieure. La membrane externe de la mitochondrie constitue l'interface entre la mitochondrie et le cytosol. Contrairement à ce que l'on pourrait penser, elle n'est pas une barrière hermétique. Le cytosol, c'est le liquide à l'intérieur de la cellule, le liquide dans lequel baignent les organites cellulaires. Le rôle de barrière sélective. La membrane externe délimite l'organite et assure sa protection générale. Elle permet toutefois le passage de nombreuses petites molécules grâce à des protéines spécifiques appelées porines. Cette relative perméabilité facilite les échanges rapides nécessaires au métabolisme. Échange avec le cytosol. À travers cette membrane transitent les substrats énergétiques, certains ions, des molécules de signalisation. La mitochondrie n'est donc pas isolée. Elle dialogue en permanence avec la cellule, recevant des informations sur l'état énergétique global et les besoins immédiats. Perméabilité et protection mitochondriale. Si cette perméabilité est essentielle au fonctionnement, elle constitue aussi une vulnérabilité. En situation de stress oxydatif ou toxique, certaines molécules délétères peuvent atteindre plus facilement l'intérieur mitochondrial, ce qui explique la sensibilité de cet organite aux agressions chroniques. Membrane interne et crête mitochondriale. La membrane interne est le véritable cœur fonctionnel de la mitochondrie. Elle concentre les mécanismes les plus complexes et les plus énergivores. Spécificité de la membrane interne. Contrairement à la membrane externe, la membrane interne est hautement sélective. Elle est presque imperméable aux ions et aux molécules chargées, condition indispensable à la création d'un gradient électrochimique. Cette membrane contient les complexes de la chaîne respiratoire, les transporteurs spécialisés, l'ATP synthase. Organisation des crêtes mitochondriales. La membrane interne n'est pas lisse. Elle forme de nombreuses invaginations appelées crêtes mitochondriales. Ces crêtes augmentent considérablement la surface disponible pour les réactions énergétiques. Plus les besoins énergétiques d'une cellule sont élevés, plus les crêtes sont nombreuses et denses. C'est pourquoi les mitochondries du muscle cardiaque ou des neurones présentent une architecture particulièrement développée. Localisation de la chaîne respiratoire. Les crêtes abritent la chaîne respiratoire mitochondriale, succession de complexes protéiques qui transfèrent des électrons et créent un gradient de protons. Ce gradient est ensuite utilisé pour produire l'ATP. La disposition spatiale de ces complexes n'est pas aléatoire, elle conditionne l'efficacité du transfert d'énergie et limite les pertes sous forme de chaleur non contrôlée. Ne vous en faites pas, je ne comprends pas au mieux ces choses-là que vous, mais ceux qui étudient les sciences de la vie de la Terre et ceux qui font la physiologie comprennent mieux. On n'a pas besoin de comprendre ça avec précision. Tout ce dont on a besoin, c'est de savoir combien il est important de consommer ces choses pour aider cet organe aussi complexe. C'est tout. On est en train de montrer combien il est complexe pour justifier pourquoi il est important. Vous comprenez que celui qui bavarde et celui qui boit ont des résultats différents. Le scientifique va démontrer que c'est faisable, que ce n'est pas faisable. Mais celui qui boit va ressentir l'effet. Et puisque ça a marché pour lui, il va continuer à faire en attendant que les autres continuent de raisonner. Mon travail, c'est d'aider notre communauté à arriver au niveau où sont les Japonais, les Allemands, les Français, les Anglais, les Américains, les gens qui étudient, les gens qui ont véritablement les moyens de vérifier très rapidement ce qui est bon et ce qui ne l'est pas. Nous autres, on nous a appris à nous méfier de ce qui vient d'ailleurs. Quand ce n'est pas une voiture de luxe qui peut nous faire paraître plus grand, on rejette et on dit on préfère consommer africain. Alors que le corps de l'homme a besoin de mieux
que les voitures que l'on essaie de changer tout le temps, alors qu'on les utilise à peine 2 heures par jour. Il y a des gens qui achètent des voitures de luxe pour quitter la maison, aller au service, et quitter le service et venir à la maison. Parfois même pour sortir, aller en week-end, ils rentrent dans d'autres voitures ou bien ils prennent taxi. C'est aussi un choix. Hein. Il faut quand même paraître important dans la vie. Mais je préfère que vous consommiez désormais, vous mettez votre argent dans des trucs de ce genre-là et que vous reflétez une jeunesse éternelle, même à la retraite, que vous soyez toujours en forme. Et vous allez voir, l'argent, vous allez en avoir. Les voitures, vous allez en changer. C'est juste de ne pas être pressé d'acheter des voitures qui dépassent votre budget pour paraître plus grand, alors qu'en réalité, vous êtes toujours malade dedans. Matrice mitochondriale. La matrice mitochondriale est l'espace interne délimité par la membrane interne. Elle peut être comparée à une salle des machines biochimiques. Composition biochimique. La matrice contient des enzymes métaboliques, des coenzymes, des ions essentiels, l'ADN mitochondrial, des ribosomes spécifiques. Elle est le siège de nombreuses réactions fondamentales pour le fonctionnement cellulaire. Enzymes du métabolisme énergétique. C'est dans la matrice que se déroulent des étapes majeures de transformation des nutriments, notamment celles qui préparent les substrats à leur utilisation dans la chaîne respiratoire. Sans une matrice fonctionnelle, la production d'ATP devient rapidement inefficace. ADN mitochondrial et ribosome. L'ADN mitochondrial y est stocké et exprimé. Les ribosomes mitochondriaux permettent la synthèse locale de certaines protéines indispensables à la chaîne respiratoire. Cette autonomie partielle explique pourquoi la mitochondrie peut adapter rapidement son fonctionnement aux contraintes locales sans attendre les instructions du noyau. Rôle dans les grandes voies métaboliques. La matrice est impliquée dans l'oxydation des acides gras, certaines étapes du métabolisme des acides aminés, la régulation de l'équilibre oxydatif. Elle agit comme un centre d'intégration métabolique reliant les apports nutritionnels aux besoins énergétiques réels. Corrélation structure-rendement énergétique. La mitochondrie illustre parfaitement un principe fondamental du vivant. La forme conditionne la fonction. Influence de l'architecture sur la production d'ATP. Une mitochondrie dotée de membranes intactes, de crêtes denses et d'une matrice bien organisée produit plus d'ATP avec moins de pertes. A l'inverse, une structure altérée entraîne un gaspillage énergétique même en présence d'un nutriment abondant. Adaptation structurelle aux besoins énergétiques. La mitochondrie n'est pas figée. Elle ajuste sa structure selon l'activité physique, on y viendra tout à l'heure, l'état inflammatoire, les apports nutritionnels, les signaux hormonaux. Cette plasticité explique pourquoi certaines interventions, exercices, nutrition adaptée peuvent améliorer le rendement énergétique sans changer la quantité de mitochondries. Et là, vous voyez ce qu'on est en train de dire, ce qui nous intéresse nous autres. Exercice, nutrition adaptée. Variabilité selon les types cellulaires. Toutes les mitochondries ne se ressemblent pas. Leur architecture varie selon la fonction de la cellule. Endurance énergétique pour le muscle, stabilité électrique pour le neurone, production continue pour le cœur. Cette spécialisation structurelle reflète les priorités biologiques de chaque tissu. Impact des altérations structurelles sur la performance mitochondriale. Le vieillissement, le stress chronique, la sédentarité et certaines carences micronutritionnelles modifient progressivement l'architecture mitochondriale. Ces altérations précèdent souvent les symptômes cliniques et expliquent pourquoi la fatigue et la perte de performance apparaissent avant toute anomalie détectable classique. Fatigue et perte de performance. Donc, si vous avez baisse de libido, n'allez pas chercher Viagra seulement et vous arrêtez. Il faut aller voir de quoi améliorer le fonctionnement de vos mitochondries. En résumé, la mitochondrie n'est pas seulement définie par ce qu'elle fait, mais par comment elle est construite. Comprendre son anatomie fonctionnelle permet de saisir pourquoi l'énergie ne dépend pas uniquement de l'apport calorique, mais de l'intégrité d'un système finement organisé.
Le chapitre suivant montrera comment cette structure soutient les grandes fonctions métaboliques indispensables à la vie. Je n'ai pas beaucoup de commentaires à faire ici. Tout simplement vous dire que l'environnement dans lequel le mitochondrie se trouve influence sa vie. Et mieux, en fonction du rôle que l'organe dans la cellule de laquelle la mitochondrie se trouve, en fonction du rôle que cet organe a à jouer, la mitochondrie va prendre une certaine forme. Et sa forme va influencer ce qu'elle peut apporter. Et cette forme est influencée également par ce qui est disponible au moment de sa fabrication. Notre boulot à nous, c'est de permettre au corps de renouveler la mitochondrie de bonne qualité en lui fournissant des nutriments de qualité et en faisant des exercices adaptés. On va y revenir un peu plus loin. Tu veux dire quelque chose? Ok. C'est bon, ça t'intéresse? Ou bien c'est trop scientifique? Tu ne comprends pas grand-chose, mais tu comprends quand même qu'il faut boire l'aloe. Et que le tout ne suffit pas d'avoir un produit de qualité ou un nutriment de qualité. Il faut aussi arriver à ouvrir la porte et puis parvenir à la cellule et rentrer dans la mitochondrie pour nourrir. Voilà. C'est ça qui aide véritablement la santé. Oui, ça c'est la première, le chapitre 1 qui en a parlé. Dans le chapitre 2, on a renforcé cela de façon subtile en informant que si pendant que la cellule est en train, par exemple le cœur qui doit battre tout le temps, donc les mitochondries du cœur ont des besoins plus importants que les mitochondries des autres organes. Les muscles, on doit les solliciter tout le temps. Donc les mitochondries des muscles ont des besoins plus importants que les mitochondries des autres organes. L'environnement dans lequel la mitochondrie se trouve influence sa forme et sa forme influence également ce qu'elle peut rendre. Alors le chapitre 3, production d'énergie au-delà de l'ATP. La production d'énergie est la fonction la plus connue de la mitochondrie, mais aussi la plus mal comprise. Réduire cette fonction à la simple fabrication d'ATP revient à ignorer une réalité essentielle. L'énergie mitochondriale ne sert pas uniquement à produire de l'ATP, elle sert à permettre l'adaptation du vivant. La mitochondrie ne cherche pas le rendement maximal en toutes circonstances. Elle ajuste en permanence son efficacité selon l'environnement, les ressources disponibles et les contraintes imposées à la cellule. La chaîne respiratoire mitochondriale. La chaîne respiratoire constitue le cœur du processus énergétique mitochondrial. Elle est située dans la membrane interne, principalement au niveau des crêtes. Principe général de la chaîne respiratoire. La chaîne respiratoire est une succession organisée de complexes protéiques chargés de transférer des électrons issus des nutriments. Ces électrons proviennent de la dégradation des glucides, des lipides et des acides aminés. Le rôle de la chaîne n'est pas de produire directement de l'ATP, mais de créer un gradient électrochimique indispensable à la suite du processus. Ce qu'on appelle un gradient, c'est on amasse une quantité ici pour exercer une pression sur l'autre partie. C'est comme un attroupement de personnes devant votre portail pour vous obliger à vite ouvrir. Par exemple, vous êtes dans un service et habituellement votre service ouvre à 8h30. Si vous venez au service un jour et que il y a une foule de gens qui attendent de pouvoir rentrer, déjà à 7h les gens sont là, je vous mets au défi de pouvoir patienter pour ouvrir à 8h30. Vous risquez d'ouvrir un peu plus tôt pour essayer d'installer les gens et faire en sorte que ils ne se plaignent pas de la qualité des services que vous rendrez chez vous. Transfert des électrons et flux énergétiques. Les électrons circulent le long de la chaîne de manière contrôlée. À chaque étape, une partie de leur énergie est utilisée pour déplacer des protons à travers les membranes internes. Ce transfert progressif évite une libération brutale de l'énergie qui serait destructrice pour la cellule. Rôle central de l'oxygène. L'oxygène intervient comme accepteur final des électrons. Sans oxygène, la chaîne respiratoire s'arrête, même si les nutriments sont présents en abondance. Donc vous voyez, manger ne suffit pas. Il faut pouvoir respirer. Et quel est le moment où on respire le mieux? C'est quand on est en train de faire du sport. C'est pour cela que le sport assure une double fonction, permettre de multiplier les mitochondries musculaires et autres, mais aussi fournir suffisamment d'oxygène pour
améliorer la production d'énergie. C'est pour cela qu'on dit de faire l'exercice pour être en meilleure santé. On verra tout à l'heure aussi plusieurs mécanismes, plusieurs rôles que l'exercice joue et surtout quel type d'exercice pour produire quel effet. Cela, donc, on continue la lecture. Donc, je reprends donc. L'oxygène intervient comme accepteur final des électrons. Sans oxygène, la chaîne respiratoire s'arrête, même si les nutriments sont présents en abondance. Cela explique pourquoi l'oxygène est vital, non pas pour la respiration pulmonaire en elle-même, mais pour la respiration cellulaire mitochondriale. La phosphorylation oxydative. La phosphorylation oxydative est l'étape finale de la production d'ATP. Elle dépend directement du gradient créé par la chaîne respiratoire. Création du gradient de protons. Le déplacement des protons à travers la membrane interne crée une différence de charge et de concentration entre les deux côtés de la membrane. Ce gradient représente une forme d'énergie potentielle stockée. Alors, pour ceux qui sont un peu perdus, moi-même, quand j'ai pris pour la première fois le livre de Dr. Restrand, ce que votre médecin ignore de la médecine nutritionnelle pour une fatale, le chapitre sur la façon dont le système oxydatif se manifeste m'a totalement ennuyé. Il a fallu du temps pour commencer par m'intéresser à ça. Surtout quand on m'a demandé de présenter le chapitre, de présenter le livre, je savais que sans expliquer cette partie, le reste ne servirait pas à grand chose. C'est vrai que les gens aiment bien comprendre les produits pour dire l'Aloès, il fait ceci, il fait cela, mais tout le monde peut dire ça aujourd'hui de son produit. Justement, même les gens vont prendre les produits et vous dire, ah, il contient ceci, il contient cela. Il faut maintenant aller voir, même s'il contient ça, est-ce qu'il peut assurer la fonction pour laquelle il est destiné. Et si je brandis l'Aloès, c'est pour cause, et vous comprendrez plus tard. Rôle de l'ATP synthase. L'ATP synthase est une enzyme située dans la membrane interne qui utilise le retour des protons pour produire de l'ATP à partir d'ADP et de phosphate. Cette enzyme fonctionne comme une turbine biologique. Le flux de protons entraîne un mouvement mécanique transformé en une énergie chimique utilisable. Couplage et découplage énergétique. En conditions idéales, le flux de protons est étroitement couplé à la production d'ATP. Cependant, ce couplage peut être modulé. Une partie de l'énergie peut être volontairement dissipée sous forme de chaleur selon les besoins physiologiques. Rendement réel contre rendement théorique. Les manuels décrivent souvent un rendement énergétique théorique élevé. La réalité biologique est plus nuancée. Le rendement théorique. Sur le plan chimique, l'oxydation complète des nutriments pourrait produire une quantité maximale d'ATP. Ce rendement est calculé dans des conditions idéales, rarement rencontrées dans le vivant. Le rendement réel dans l'organisme. Dans le corps humain, le rendement réel est volontairement inférieur. Une partie de l'énergie est perdue sous forme de chaleur ou utilisée pour maintenir des équilibres internes. Cette perte apparente n'est pas une inefficacité, mais une stratégie adaptative. Pourquoi la mitochondrie n'optimise pas tout? Un rendement maximal rendrait le système rigide et vulnérable. En acceptant une part de dissipation, la mitochondrie limite la production excessive de radicaux, protège les structures cellulaires, améliore la capacité d'adaptation. L'objectif n'est donc pas de produire le plus d'ATP possible, mais de produire l'énergie juste au bon moment. Est-ce que vous comprenez maintenant? Le corps a besoin d'adaptation. Si vous manquez d'énergie, ne dites pas pardon, donne-moi tout ce que tu veux produire là en même temps. Vous comprenez? Vous ne pouvez pas dire, je prends plusieurs canettes de Fab parce que j'ai besoin d'énergie et puis l'énergie va venir. Non, la canette de Fab est faite de plantes adaptogènes. Ces plantes permettent une bonne redistribution de l'énergie. Ça, j'espère que vous l'avez compris. Les scientifiques, en tout cas, qui m'écoutent, ont compris ce dont je parle en ayant écouté ce développement. Vous ne pouvez pas vous contenter juste de prendre des produits qui boostent l'énergie. Quand vous prenez des boissons énergisantes mal formulées qui effectivement boostent le corps, forcent le corps à produire de l'énergie, eh bien vous allez rompre les équilibres et passer de vie à trépas. Voilà pourquoi certaines boissons énergétiques, quand on en abuse, on peut perdre sa vie. C'est ce que cela explique ici simplement. Chaleur, rendement, adaptation. La production de chaleur est une fonction mitochondriale à part entière.
chaleur comme sous-produit fonctionnel. La chaleur produite par la mitochondrie n'est pas un déchet. Elle participe au maintien de la température corporelle et à l'optimisation des réactions enzymatiques. Certaines mitochondries sont même spécialisées dans la thermogénèse. Découplage contrôlé et protection cellulaire. Le découplage entre chaînes respiratoires et production d'ATP permet de dissiper une partie de la chaleur excédentaire. Ce mécanisme protège la cellule contre les surcharges énergétiques et les dommages oxydatifs. Adaptation aux contraintes de l'environnement, froid, activité physique, stress métabolique. La mitochondrie ajuste en permanence son rendement énergétique. Cette capacité d'adaptation explique pourquoi deux individus recevant la même quantité de nutriments peuvent produire des niveaux d'énergie très différents. En synthèse, la mitochondrie ne se contente pas de produire de l'ATP, elle gère un équilibre subtil entre rendement, protection et adaptation. L'énergie mitochondriale est une énergie intelligente, ajustée aux besoins du vivant et non à une logique de performance brute. Le chapitre suivant montrera comment cette énergie irrigue l'ensemble des métabolismes physiologiques et conditionne le fonctionnement des organes. Est-ce que vous êtes prêts à continuer? Mitochondrie et métabolisme essentiel. Je prie pour que vous soyez moins ennuyés par ceci. Mais les scientifiques ne sont pas ennuyés par contre. La mitochondrie n'est pas seulement un site de production d'énergie. Elle est un carrefour métabolique central où convergent et se transforment les grandes familles de nutriments, glucides, lipides, acides aminés et minéraux. Ils sont intégrés dans une logique fonctionnelle cohérente. Lorsque la mitochondrie est performante, ses métabolismes s'articulent harmonieusement. Lorsqu'elle faiblit, ils se fragmentent, entraînant dérèglement et inefficacité. Métabolisme des glucides. Les glucides constituent une source énergétique rapide, mais leur valorisation dépend étroitement du fonctionnement mitochondrial, de la glycolyse à la mitochondrie. La dégradation initiale du glucose a lieu dans le cytosol. Les produits issus de cette étape doivent ensuite entrer dans la mitochondrie pour être pleinement exploités. Sans relais mitochondrial efficace, l'énergie issue des glucides reste partielle et instable. Oxydation du pyruvate et intégration énergétique. La mitochondrie transforme les produits intermédiaires en substrats utilisables par la chaîne respiratoire. Cette étape conditionne le passage d'une énergie rapide et limitée à une énergie durable et régulée. Conséquence d'un blocage mitochondrial. Lorsque cette intégration est altérée, suivez bien, le glucose est mal utilisé. La production d'énergie devient erratique, comporte des erreurs, et les excès sont redirigés vers le stockage. C'est à ce niveau que s'installent de nombreux déséquilibres métaboliques modernes. Tu as compris quelque chose, Geneviève? Si toi tu comprends, les autres vont comprendre. Le sucre, quand on mange du sucre, on dit que le sucre rentre dans le sang. Quand le sucre rentre dans le sang, ça pénètre la cellule. Quand ça pénètre dans la cellule, ça a besoin d'un certain nombre d'outils pour pouvoir pénétrer la mitochondrie et être utilisé. Sans ces outils, l'énergie que ce sucre-là a apportée, c'est une énergie qui n'est pas efficace. Et elle est redirigée vers le stockage. Donc, elle est transformée en graisse. Au lieu d'être utilisée, au lieu d'être brûlée, elle est consommée, elle est conservée. Voilà d'où vient la prise de poids en consommant du sucre. C'est de là que vient l'idée que manger du sucre n'est pas le problème. Mais manger du sucre sans les outils qui vont permettre aux mitochondries de l'utiliser afin qu'il ne soit pas stocké. Donc, boire de l'aloe et manger du sucre vous permet de continuer à, même s'il ne faut jamais exagérer nulle part. Fort de cela aussi, le diabétique
est souvent fatigué. Parce qu'on a pensé qu'il suffit de l'insuline pour faire entrer le sucre dans la cellule et c'est fini. On ne lui permet pas de consommer des choses qui lui permettent d'utiliser le sucre qui entre dans la mitochondrie. Résultat, ce sucre qui est stocké grâce à l'insuline, il n'est pas dans le sang. L'insuline l'a fait rentrer. Donc, les effets de l'hyperglycémie ne se jouent pas. Mais ça va être converti en graisse. Résultat, un diabétique qui régule bien sa glycémie avec son insuline va quand même avoir le foie gras, va quand même avoir le cœur qui se remplit de graisse et finit par avoir les problèmes que tous les diabétiques finissent par avoir lorsque ils n'arrivent pas à consommer ce qu'il faut. Surtout qu'ils ont un régime drastique, un régime limité, un régime qui ne permet pas à leur corps de récupérer beaucoup de micronutriments. Donc si vous m'écoutez et que vous avez des problèmes comme ça, si vous êtes surtout scientifique, revenez vous appesantir sur ce point-là et vous comprendrez pourquoi consommer par exemple l'aloe vera, consommer le forever daily par exemple, il faut consommer les compléments alimentaires de forever qui sont riches en ces activateurs, en ces outils qui permettent aux mitochondries d'exploiter le sucre, permettent aux gens d'avoir une meilleure qualité de vie. Métabolisme des lipides. Les lipides représentent la réserve énergétique la plus dense de l'organisme. Leur utilisation repose presque exclusivement sur la mitochondrie. Encore une fois. Activation et transport des acides gras. Avant d'être utilisés, les acides gras doivent être activés et transportés vers la mitochondrie. Ce processus exige des cofacteurs spécifiques et une intégrité structurelle mitochondriale. Oxydation mitochondriale des lipides. Une fois dans la mitochondrie, les acides gras sont progressivement fragmentés pour libérer une grande quantité d'énergie. Ce mécanisme permet une production énergétique stable, adaptée aux efforts prolongés et au métabolisme de repos. Lipides et flexibilité métabolique. Une mitochondrie performante permet d'alterner efficacement entre glucides et lipides selon les besoins. A l'inverse, une mitochondrie défaillante enferme l'organisme dans une dépendance excessive au glucose, source d'instabilité énergétique. Encore une fois, les gras devaient être bien utilisés pour ne pas abuser du sucre. Mais si le gras n'est pas bien utilisé, le corps va se mettre dans une situation où il va demander davantage de sucre. Résultat, vous devenez accro au sucre simplement parce que vos mitochondries n'ont pas de quoi exploiter correctement le gras. C'est bon? A l'inverse, donc, une mitochondrie défaillante enferme l'organisme dans une dépendance excessive au glucose, source d'instabilité énergétique. Métabolisme des acides aminés maintenant. Les acides aminés ne sont pas seulement des briques de construction des protéines. Certains jouent un rôle direct dans le métabolisme énergétique mitochondrial. Acides aminés énergétiques. Certains acides aminés peuvent être utilisés comme substrat énergétique lorsque les autres sources sont limitées. Leur transformation dépend de voies métaboliques situées en partie dans la mitochondrie. Équilibre entre construction et énergie. La mitochondrie participe à l'arbitrage entre l'utilisation des acides aminés pour la synthèse protéique et leur orientation vers la production d'énergie. Cet équilibre est crucial en période de stress, de maladie ou de restriction alimentaire. Risque d'un détournement excessif. Lorsque la mitochondrie est sous-performante, l'organisme peut puiser excessivement dans les protéines au détriment des tissus. Cela se traduit par une perte musculaire, une récupération lente et une fragilité accrue. Métabolisme du fer, du calcium et du magnésium. Les minéraux jouent un rôle clé dans le fonctionnement mitochondrial bien au-delà de leur image de simples éléments structurels. Fer et respiration cellulaire. Le fer est indispensable à certaines protéines impliquées dans la chaîne respiratoire. Un déficit fonctionnel en fer limite directement la capacité de production énergétique, même si l'apport nutritionnel semble suffisant. Calcium et régulation énergétique.
Le calcium agit comme un messager intracellulaire. Au niveau mitochondrial, il module l'activité enzymatique et ajuste la production d'énergie aux besoins immédiats de la cellule. Magnésium et stabilité énergétique. Le magnésium est un cofacteur majeur des réactions impliquant l'ATP. Sans magnésium disponible et fonctionnel, l'ATP produit ne peut être correctement utilisé, créant une illusion d'énergie déficiente. Donc, il y a de l'énergie, mais on ne peut pas l'utiliser. Synthèse de molécules vitales. La mitochondrie participe directement à la fabrication de molécules indispensables à la vie. La synthèse de l'hème. L'hème, c'est la structure sur laquelle, qui permet de fabriquer l'hémoglobine, simplement. C'est la chaîne centrale, la structure centrale de l'hémoglobine. L'hème, composant essentiel de l'hémoglobine et de nombreux enzymes, est partiellement synthétisé dans la mitochondrie. Cette fonction relie directement la capacité énergétique à l'oxygénation des tissus. Vous voyez, une anémie peut parfois être due à un mauvais fonctionnement des mitochondries. Synthèse des stéroïdes. Certaines étapes clés de la production des hormones stéroïdes ont lieu dans la mitochondrie. Ainsi, la santé hormonale dépend en partie de l'intégrité mitochondriale. Glutation et défense antioxydante. La mitochondrie joue un rôle central dans la gestion du stress oxydatif en participant à la synthèse et au recyclage du glutathion. Sans cette protection, la chaîne respiratoire devient elle-même une source de dommages. En conclusion, la mitochondrie ne se limite pas à transformer des calories en ATP. Elle orchestre les grands métabolismes du vivant, relie les nutriments entre eux et conditionne leur efficacité réelle. Comprendre ces rôles métaboliques permet de saisir pourquoi une approche fragmentée de la nutrition et de la santé ne peut produire que des résultats partiels. Le prochain chapitre montrera comment cette centralité mitochondriale se traduit concrètement dans le fonctionnement des organes et des systèmes. Partie 2, là où les mitochondries sont indispensables. Chapitre 5, cartographie énergétique du corps. Je suis en train de faire pratiquement 1 heure là. Je vais voir ce qui se passe ici d'abord. Personnellement, j'ai aimé ces détails qui, ma foi, me sont plus utiles à moi-même qu'à vous autres. J'espère que certains parmi vous en avez tiré des choses. Mais croyez-moi, moi j'ai été renforcé dans mes convictions, j'ai été renforcé dans mes choix. Ça me permet désormais de mettre davantage de moyens dans la consommation de l'aloe. Et comme je vous l'ai annoncé, cette année 2026, les objectifs que Geneviève et moi nous avons définis, c'est de boire 1 litre d'aloès tous les 2 jours. C'est-à-dire 1 demi-litre d'aloès par jour. 1 demi-litre d'aloès par jour. Ça nous fait 15 bidons par mois. 15 bidons par mois, c'est pas ce que ça coûte qui est important. Ce qui est important, c'est que ce n'est pas gaspillé. Ça nous permet de demeurer jeune, de conserver notre jeunesse, de devenir plus jeune dans 5 ans que nous le sommes aujourd'hui. Ça nous permet de traverser ces phases de transition où nous sommes. Moi, j'ai dépassé la cinquantaine, je vais dépasser largement la quarantaine. Elle n'est pas loin d'approcher aussi, de commencer par dire j'approche la cinquantaine. Donc, se donner les moyens d'échapper aux crises qui amènent la plupart des femmes et des hommes à basculer dans la médicalisation à outrance. Ça dit quoi? Certains, après 50 ans, commencent déjà par consommer des médicaments pour l'hypertension. Certains se disent déjà je suis diabétique, je suis ceci, je suis cela. Nous, Dieu merci, on ne connaît rien de tout ça. On peut continuer à courir. J'ai fait un marathon la dernière fois à 3000 mètres et je n'ai eu aucun souci. Je n'ai pas été transporté sur civière comme d'ailleurs. On était pratiquement 2000 personnes et tous on était revenus. En tout cas pour ceux qui ont couru, je n'ai pas vu des ambulances transporter quelqu'un. La preuve que quand vous adoptez le bien-être et que vous vous entretenez au quotidien, vous faites tout ce qu'il faut pour que votre corps vous le rende. Alors donc, je reviens ici pour continuer mon partage. Le chapitre 5, donc, cartographie énergétique du corps.
Toutes les cellules possèdent des mitochondries, mais toutes n'en dépendent pas de la même manière. La densité mitochondriale, leur organisation et leur spécialisation varient selon la fonction des tissus. Cette cartographie énergétique explique pourquoi certains organes s'effondrent rapidement en cas de déficit mitochondrial, tandis que d'autres résistent plus longtemps. Cerveau et neurones. Le cerveau est l'un des organes les plus énergivores du corps humain, alors qu'il ne représente qu'une faible part de la masse corporelle. Dépendance énergétique neuronale. Les neurones consomment de l'énergie en continu pour maintenir les gradients électriques, assurer la transmission de l'influx nerveux et recycler les neurotransmetteurs. Cette activité permanente repose sur une disponibilité mitochondriale stable. Mitochondrie et plasticité cérébrale. Les mitochondries participent à la plasticité synaptique, c'est-à-dire à la capacité du cerveau à apprendre, mémoriser et s'adapter. Une baisse de performance mitochondriale se traduit rapidement par une fatigue mentale, une baisse de concentration et une diminution de la clarté cognitive. Je vais voir si on ne me propose pas de schéma ici. Je viens à l'instant même où le schéma m'a été proposé. C'est bon. Il ne sert à rien de se bagarrer contre les applications. Il faut comprendre leur mode de fonctionnement et s'adapter. Merci, c'est bon, je crois que j'ai réussi. Voilà, ça marche. Vulnérabilité au déficit énergétique. Le cerveau tolère mal les ruptures d'approvisionnement énergétique. Les dysfonctionnements mitochondriaux précèdent souvent les troubles cognitifs, bien avant toute lésion visible. Est-ce que c'est bien noté? Les dysfonctionnements mitochondriaux précèdent souvent les troubles cognitifs, bien avant toute lésion visible. Le cœur. Le cœur est un muscle à activité continue. Il ne connaît ni repos ni pause prolongée. Une densité mitochondriale exceptionnelle. Les cellules cardiaques figurent parmi celles qui contiennent le plus de mitochondries. Cette densité élevée garantit une production énergétique constante et fiable. Production énergétique et rythme cardiaque. Chaque contraction cardiaque dépend directement de l'ATP disponible. Une altération mitochondriale, même modérée, affecte la capacité d'adaptation du cœur à l'effort ou au stress. Vous voyez, donc, le Nutra Q10, ne rend pas seulement service au cœur, mais c'est parce que le cœur contient plus de mitochondries que on se focalise sur ça pour dire c'est le cœur qu'on veut nourrir. Mais comme dans le corps, tout ce qui vient est distribué de façon harmonieuse. Quand quelqu'un a plus besoin, le corps va servir celui-là. Voilà ce qui se passe. Et vous êtes en train de nourrir le cœur, mais vous nourrissez en même temps votre cerveau aussi. Parce que les muscles auront aussi besoin de mitochondries. En consommant 3 sachets de Cardio Health, de Nutra Q10 dans la journée, vous voyez que vous ne pouvez pas surcharger le cœur. Contrairement au médicament qui est fait uniquement pour le cœur, vous voyez, lorsque vous consommez le Nutra Q10, vous servez tous les muscles, tous les organes qui ont besoin de mitochondries. Donc, qui ont de mitochondries plutôt, qui ont besoin de Nutra, de coenzyme Q10 pour fonctionner. Et le coenzyme Q10, ce n'est qu'un cofacteur. Et vous allez voir l'utilité des cofacteurs dans l'activation des nutriments dont les mitochondries ont besoin. Vous comprendrez mieux d'où nous viennent les idées qui nous ont permis de concevoir nos protocoles. Pourquoi ces protocoles marchent, vous les comprendrez mieux en écoutant ces choses. Mitochondries et endurance cardiaque donc. Un cœur performant n'est pas seulement fort, il est énergétiquement stable. La santé cardiaque est indissociable de la santé mitochondriale. Muscles squelettiques. Les muscles squelettiques représentent un immense réservoir énergétique et adaptatif. Variabilité mitochondriale des fibres musculaires. Les fibres musculaires, les fibres orientées vers l'endurance, possèdent une densité mitochondriale élevée, tandis que les fibres orientées vers la force rapide en contiennent moins. Cette répartition conditionne le type de performance musculaire. Mitochondrie et capacité d'effort. La fatigue musculaire chronique est souvent liée à une inefficacité mitochondriale plutôt qu'à un manque de masse musculaire. Rôle clé dans le métabolisme global. Les muscles influencent l'ensemble du métabolisme énergétique. Une baisse de leur fonction mitochondriale
impacte la gestion des nutriments à l'échelle de tout l'organisme. Le foie. Le foie est un organe central de régulation métabolique et de détoxification. Mitochondries et transformation des nutriments. Le foie utilise ses mitochondries pour transformer, redistribuer et stocker l'énergie issue de l'alimentation. Gestion des excès et des toxines. La neutralisation des substances indésirables est un processus énergivore. Une mitochondrie hépatique affaiblie limite la capacité de détoxification et surcharge l'organisme. Conséquence d'une fatigue hépatique mitochondriale. Une baisse de performance mitochondriale du foie perturbe l'équilibre glycémique, lipidique et hormonal. Les reins. Les reins assurent une filtration continue du sang nécessitant une énergie constante. Filtration et transport actif. La réabsorption des électrolytes et de l'eau dépend de mécanismes actifs directement consommateurs d'ATP. Sensibilité au déficit énergétique. Les cellules rénales sont particulièrement vulnérables aux altérations mitochondriales, ce qui explique la fragilité de la fonction rénale en contexte de stress métabolique chronique. Équilibre hydro-minéral et énergie. Une fonction rénale stable repose sur une production énergétique mitochondriale continue et régulée. Système immunitaire. L'immunité est un processus dynamique énergiquement coûteux. Activation immunitaire et mitochondrie. L'activation des cellules immunitaires exige une augmentation rapide de la production énergétique. Les mitochondries orchestrent cette montée en puissance. Immunité efficace contre inflammation chronique. Une inflammation... viens ici, va ici. Il faut allumer la lampe. Une immunité efficace contre inflammation chronique. Une mitochondrie performante permet une réponse ciblée et transitoire. Une mitochondrie défaillante favorise des réponses inflammatoires prolongées et mal contrôlées. Énergie et résolution de l'inflammation. La résolution de l'inflammation est aussi énergivore que son déclenchement. Sans énergie suffisante, l'organisme reste bloqué dans un état inflammatoire de fond. Système reproducteur. La reproduction est l'un des processus les plus exigeants sur le plan énergétique. Qualité mitochondriale et fertilité. La qualité, je reprends, la reproduction est l'un des processus les plus exigeants sur le plan énergétique. Qualité mitochondriale et fertilité. La qualité des cellules reproductrices dépend directement de la qualité mitochondriale. L'énergie disponible conditionne la maturation, la mobilité et la viabilité cellulaire. Donc, les hommes fatigués, les hommes au foie fatigué ne peuvent pas espérer avoir un cercle produit des cellules reproductrices de qualité. Vous comprenez maintenant? Est-ce que vous comprenez? Ce n'est pas une question d'urologue. Parfois, c'est un foie réparé qui va vous permettre d'avoir un sexe qui fonctionne mieux. Et ça, j'en avais parlé déjà en d'autres thèmes, dans d'autres développements. Le foie gère les hormones. Le foie gère les hormones. Quand le foie est fatigué, il y a une mauvaise gestion des hormones et donc problème encore au niveau du sexe. Donc si vous avez un problème de procréation, ne vous cantonnez pas à votre urologue ou bien à votre gynécologue. Tout ne se passe pas en bas là-bas. Parfois c'est en haut ici que tout se joue. Pardon. Ouvrez votre esprit. Transformation génétique intergénérationnelle. Les mitochondries sont transmises à la descendance. Leur état fonctionnel influence donc non seulement l'individu, mais aussi les générations suivantes. Et les mitochondries, l'ADN mitochondrial vient de qui, Geneviève? Qui fournit à l'enfant l'ADN mitochondrial? C'est la maman. Ça a été dit dans l'introduction, dans le tout premier chapitre. Nous recevons notre patrimoine mitochondrial préférentiellement de notre maman. Sensibilité au stress métabolique. Le système reproducteur est l'un des premiers à être mis en veille en cas de déficit énergétique chronique, signe que la survie prime sur la reproduction. En synthèse, cette cartographie énergétique révèle une réalité simple. Les mitochondries déterminent les priorités biologiques du corps.
Les organes les plus dépendants de l'énergie sont les premiers affectés lorsque le rendement mitochondrial baisse. Comprendre cette hiérarchie permet d'interpréter autrement la fatigue, les troubles fonctionnels et le vieillissement. Le chapitre suivant analysera pourquoi certaines faiblesses mitochondriales entraînent des pathologies spécifiques, tandis que d'autres restent longtemps silencieuses. Si je ne viens de pas fatiguer, on va faire le chapitre 6. Je rappelle que ce livre comporte 19 chapitres. Et je vais encore en ajouter parce que j'ai prévu un chapitre bonus qui va parler des nutriments. On a parlé des nutriments indispensables au fonctionnement des mitochondries et puis les produits Forever et ces nutriments. Dans quels produits Forever on retrouve ces nutriments-là en grande quantité? Vous allez les voir dans le dernier chapitre, le chapitre bonus que je vais offrir. Parce que dire tout ça sans vous orienter vers les produits Forever qu'il faut, c'est vous faire du mal. Mais en attendant, dans les chapitres, je vous recommande vivement de faire mon protocole P39 et de finir avec le Vital 5 Plus. Vital 5 Plus, c'est le pack Vital 5 auquel vous ajoutez 2 flacons de Forever Active Pro B et 2 boîtes de Forever Active C. Ce qui fera 3 Active Pro B et 3 Active C. Et pour ceux qui ont des problèmes particuliers comme des problèmes rénaux ou des cancers, j'ajoute encore un lithium plus que l'on répartit 25 comprimés dans chaque bidon, ou bien même on achète un 5e bidon de gel pour mettre 20 comprimés de chocolat pour 5 jours. 20 comprimés pour 5 jours. Normalement, si on prend 6 boîtes, 5 x 6, 30. On prend alors un bidon pour 6 jours. Voilà, un bidon pour 6 jours. Et on met 20 comprimés dans une boîte. Avec 5 bidons, on a fini le mois. Vous voyez? Et je recommande à des gens. Il y a quelqu'un qui m'a dit que je suis actuellement aux États-Unis. Il n'a jamais réussi à faire le Dennis Fort parce qu'il sent le vertige quand il le fait. Je lui ai demandé d'ajouter un AG+. C'est tout. J'ai dit d'ajouter un AG+, à son Dennis Fort. Et il a fait, il a résisté. Il a fait avec brio. Voilà ce qu'on peut faire pour aider les gens. Beaucoup se disent, je suis allergique à ceci, je suis allergique à ça. Ce n'est pas de l'allergie. Ce n'est pas de l'allergie. C'est juste que vous avez un déficit encore plus important et Forever dispose de quoi aider à compenser ce déficit-là. Voilà. Nous avons de quoi vous aider. Faites-nous confiance et puis jouissez pleinement de votre vie. Je vais aller au chapitre 6. Pourquoi certains organes se fondent en premier? Toutes les maladies ne commencent pas au même endroit et tous les organes ne réagissent pas de la même façon face à un déficit énergétique. Cette inégalité n'est ni un hasard ni une fatalité génétique. Elle s'explique par une réalité biologique simple. Les organes ne disposent ni du même capital mitochondrial ni de la même tolérance à la baisse de rendement énergétique. Comprendre pourquoi certains systèmes s'effondrent en premier permet d'anticiper plutôt que de subir. Donc, chers hommes, lorsque vous avez baisse de libido, n'essayez pas de prendre du Viagra pour remonter. La baisse de libido n'est que l'expression d'une défaillance mitochondriale et le corps ainsi vous dit prioritairement, je vais choisir la survie plutôt que la procréation ou bien ce que vous faites là. Normalement, on fait l'amour pour faire des enfants, mais il n'y a que dans le règne humain que l'on fait l'amour pour le plaisir. Donc, le corps, lui, va dire, on met stop au sexe et on se concentre sur les autres. Et beaucoup se disent, bon, mon sexe ne fonctionne plus. Beaucoup se disent, je ne peux plus retrouver cette fonctionnalité. C'est faux. C'est faux et archi faux. Il n'est pas mort. Le corps l'a mis en veilleuse parce que vous n'avez pas encore trouvé les moyens de relancer vos mitochondries. Donc, reportez votre regard sur votre foie, sur vos sources d'énergie, le foie et le cœur. Et puis vous allez voir que le reste va se réparer rapidement. Malheureusement, moi j'ai pris un monsieur comme ça.
il est à Abomey. On a fait une réunion et à la suite de la réunion, il m'a approché et je l'ai lancé. Quand il a pris le premier Vital 5, il dit waouh, le premier AG Plus plutôt, il dit waouh, ce truc-là, ça marche. J'ai joué le premier match. Je lui ai dit, mon ami, prends patience. Je n'ai pas encore fait le boulot que je dois faire. Donne-moi 3 à 4 mois pour que ta machine soit véritablement relancée. Ce que tu as ressenti, c'est juste l'information que ton truc est vivant. Il n'est pas mort. Mais tu n'as pas encore relancé tes batteries. Recharger complètement tes batteries. C'est comme quelqu'un dont la batterie est à plat et on vient, on communique, la voiture démarre et il dit bon, c'est terminé. Il roule quelques minutes, il gare, il coupe le moteur. Tu veux redémarrer, la voiture va refuser de démarrer parce que tu ne l'as pas laissé le temps à la batterie de se recharger. C'est aussi simple que ça. Bref, ce qui me réjouit, moi, il me donne de l'argent. Donc, il ne peut pas dire que j'ai pris son argent et il n'a rien. Souvent, c'est des gens qui ne sont pas patients pour faire l'expérience jusqu'au bout. Et puis, ils se contentent de continuer à faire. Et parfois, certains, à peine ils vous contactent, ils contactent aussi des milliers d'autres praticiens. Et ils ont plusieurs trucs qu'ils essaient au même moment. À la fin, ils vous disent, votre truc n'a pas marché. Heureusement, ça fait plus de 10 ans qu'on est à Comé. Nos voisins les plus proches sont ceux qui reviennent le plus souvent chercher les produits. La preuve que on ne leur propose pas quelque chose qui ne marche pas. Je me rappelle ce témoignage de ce vieux. Les enfants refusaient qu'il consomme les produits. En cachette, il a pris son combo, il a consommé. Et il est venu. Alors qu'il marchait difficilement, il nous a démontré comment les produits lui ont permis de se remettre sur pied, de marcher lui-même. Il dit que même si ses enfants lui interdisent d'acheter, lui va chercher les moyens d'acheter. Malheureusement, quand c'est les enfants qui ont le cordon de la bourse, ils décident des souffrances que vous devez surmonter. Vous, le papa, ils se disent, bon, vous vous laissez arnaquer, je ne vais pas permettre que vous soyez arnaqué. Cela dit, certains parents, effectivement, se font arnaquer. Et qu'est-ce qu'on peut? Il faut alors aller prier pour voir qui dit la vérité, parce que tout le monde ne mentira jamais. Il y aura toujours quelqu'un pour dire la vérité. Densité mitochondriale par organe. La densité mitochondriale correspond au nombre de mitochondries présentes dans les cellules d'un tissu donné. Elle reflète directement le niveau d'exigence énergétique de cet organe. Organe à très forte densité mitochondriale. Certains organes fonctionnent en continu et sans interruption. Ils consentent donc une densité mitochondriale élevée. Le cœur, le cerveau, les reins, muscles et certains muscles spécialisés. Dans ces tissus, la moindre baisse de rendement mitochondrial a un impact rapide et visible. Organes à densité intermédiaire. D'autres organes comme le foie ou les muscles squelettiques disposent d'une densité mitochondriale importante mais modulable. Ils possèdent une capacité d'adaptation plus large mais au prix d'un épuisement progressif en cas de stress chronique. Organes à faible densité mitochondriale. Certains tissus peuvent fonctionner temporairement avec un rendement énergétique plus faible. Ils servent souvent de zone tampon, mais deviennent vulnérables lorsque la dégradation mitochondriale devient systémique. Dépendance énergétique spécifique des organes. La densité mitochondriale ne suffit pas à expliquer la fragilité d'un organe. Il faut aussi considérer la nature de son activité énergétique. Activité continue contre activité intermittente. Les organes à activité continue, comme le cœur ou le cerveau, ne disposent pas de véritables réserves fonctionnelles. Ils ne peuvent ni ralentir longtemps, ni se mettre en pause sans conséquences immédiates. A l'inverse, les organes à activité intermittente peuvent réduire temporairement leur fonctionnement pour économiser de l'énergie, comme le sexe par exemple. Tolérance aux variations énergétiques. Certains tissus tolèrent mieux les fluctuations énergétiques grâce à des mécanismes de stockage, une capacité à changer de substrat énergétique, une adaptation métabolique plus souple. Les neurones, en revanche, sont particulièrement sensibles à toute instabilité énergétique. Spécialisation fonctionnelle et rigidité métabolique. Plus un organe est spécialisé, plus il dépend d'un fonctionnement énergétique précis. Cette spécialisation le rend performant, mais aussi fragile lorsque les conditions ne sont plus réunies. Les signaux d'alerte précoce. Avant l'apparition de lésions ou de maladies déclarées,
Le corps envoie des signaux subtils. Ces signaux sont souvent ignorés car ils ne correspondent pas encore à des diagnostics classiques. Fatigue ciblée et non généralisée. La fatigue n'apparaît pas toujours de manière globale. Elle peut se manifester par une fatigue mentale isolée, une intolérance à l'effort, une respiration lente, une baisse de motivation sans cause apparente. Ces signes traduisent une insuffisance énergétique locale. Cette baisse de motivation fait que certains partenaires forever arrêtent de faire l'activité et ils attendent de retrouver un bon niveau d'énergie pour repartir. Or, ce bon niveau d'énergie ne vient jamais. Vous consommez les produits, vous avez la motivation. Vous ne consommez pas les produits, vous avez une baisse d'énergie et vous êtes démotivé. C'est aussi simple que ça. Perte de flexibilité fonctionnelle. Un des premiers signes d'atteinte mitochondriale est la perte de capacité d'adaptation. Difficulté à gérer le stress, intolérance au jeûne, sensibilité accrue aux écarts alimentaires, besoin accru de stimulation externe. Le corps devient rigide car il manque d'énergie pour s'ajuster. Symptômes silencieux avant la maladie. Troubles du sommeil, baisse de concentration, frilosité, inflammation de bas grade, dérèglements hormonaux légers. Ces manifestations précèdent souvent de plusieurs années les pathologies diagnostiquées. Plusieurs années, vous m'avez entendu, de plusieurs années. Il ne signale pas une défaillance d'organes isolés, mais une érosion progressive du capital mitochondrial. En conclusion, les organes ne s'effondrent pas par hasard. Ils cèdent selon une hiérarchie énergétique précise, dictée par leur densité mitochondriale, leur dépendance fonctionnelle et leur capacité d'adaptation. Lire ces signaux précoces permet de corriger la trajectoire avant le point de non-retour. Le chapitre suivant montrera comment les faiblesses mitochondriales se traduisent concrètement par des dysfonctionnements chroniques et des maladies modernes. On va s'arrêter là aujourd'hui. Alors vous voyez, si vous êtes professeur de sciences de la vie de la Terre, ce que je viens de partager, vous pouvez mieux le comprendre, mais vous n'aurez jamais la chance de l'étudier dans cette dimension où je suis allé l'étudier, parce que vous l'étudiez juste pour transmettre les contenus qu'on demande de transmettre. On ne l'étudiait pas pour apprendre à vivre soi-même. Voilà pourquoi de nombreux scientifiques, quand ils rejoignent ma communauté, ils gagnent en vitalité, ils gagnent en efficacité, ils gagnent également en objectivité. Vous ne devriez pas être en train d'enseigner la génétique aux enfants sans prendre le temps dans les digressions de leur expliquer par exemple comment les mitochondries interviennent dans le métabolisme du sucre et pourquoi les enfants peuvent avoir le foie gras s'ils ne mangent pas de la nourriture équilibrée. Malheureusement, la nutrition n'est pas enseignée et les professeurs de SVT ne sont pas formés à sortir des sentiers battus, ne vont pas fouiller dans ces endroits-là. Moi, je suis professeur de physique et comme je vous le dis, autant je le dis pour les professeurs de SVT, je ne le fais pas en physique. En physique 5e, on apprend à réparer la génératrice, le circuit électrique de la bicyclette. On apprend à produire du courant alternatif, mais on n'a jamais pensé à amener les enfants à créer des dispositifs de ce type, ne serait-ce qu'à partir des matériaux de récupération qu'ils ont dans la nature. Je crois qu'on a besoin de sortir un peu de nos carcans habituels pour élever l'esprit de nos enfants. C'est pour cela que les clubs scientifiques sont nécessaires. Mais comment ces clubs scientifiques pourront fonctionner si on est distrait par tout ce qui nous entoure? On cherche tous l'argent. Le salaire ne suffit pas. Le salaire ne suffit pas, donc on cherche l'argent. Non, ce n'est pas réellement ça. La vérité est que quand on est au poste, au lieu de débattre de choses qui nous font avancer, on débat de politique, on débat de la dernière information, la dernière chose qu'on a eu à dire sur tel ou tel. Voilà les choses qui nous ruinent. Nous, on a emprunté des voies contraires il y a quelques années. Moi, quand je vais à l'école, quand je quitte ma classe, je salue rapidement les collègues, j'entre dans ma voiture et je prends un livre que je lis. Voilà comment je suis arrivé à emprunter d'autres voies. Je ne participais plus au débat, je ne faisais plus les choses qui ne comptaient pas, je me concentrais juste pour travailler. Et ça, aujourd'hui, ça paye. Merci d'avoir été là.